Donc, si la crise de la Covid-19 n'est pas un complot, mais plutôt un accident, et que c'est une aubaine donc, pour une partie des classes dominantes, en quoi consiste-t-elle? Que produit le confinement en termes de conséquences économiques, d'une part, et que produit d'autre part le fait de surjouer la dangerosité de la pandémie. Donc je dis bien surjouer, je ne dis pas que cette pandémie n'est pas dangereuse, hein. Tout le monde n'est pas perdant au jeu du confinement. Alors, qui est gagnant? Alors, il y a une liste. Bon, d'abord, il y a des suspects évidents. Ce sont évidemment les grands laboratoires pharmaceutiques qui vont pouvoir développer, si possible, ou recycler des nouveaux médicaments encore sous brevet et qui peuvent être vendus très cher, bon, comme le Remdesivir, suivant mon regard. Donc Gilead, c'est évident qu'il avait un intérêt majeur à essayer de recycler son médicament qui n'avait pas marché sur Ebola pour le refiler là. Mais c'est surtout les vaccins, évidemment. Les vaccins, c'est une poule aux œufs d'or, hein. C'est une véritable poule aux œufs d'or pour les laboratoires, de par la masse des gens impliqués, le prix des vaccins, le fait qu'il y ait une clientèle captive, et puis que l'investissement est relativement limité. Enfin, pour $1 d'investissement, vous avez 48 dollars de retour, quoi. Donc, je veux dire, c'est très rare d'avoir de tels taux de profit. Donc, il ne faudrait pas minimiser, même si ça ne suffit pas à expliquer une chose aussi majeure qu'un confinement, il ne faudrait quand même pas minimiser l'importance économique et les taux de profit de l'industrie pharmaceutique dans cette histoire. Surtout que l'industrie pharmaceutique est une des industries qui est le plus à même, parce qu'elle a les réseaux et qu'elle a les habitudes, pour redistribuer de l'argent, enfin, c'est-à-dire pour, on va dire, faire du lobbying ou des rétrocommissions, ce genre de choses, hein, de la corruption en fait. Donc ça a joué, ça a forcément joué. Mais il n'y a pas que les laboratoires pharmaceutiques. Qu'y a-t-il d'autres également comme suspects évidents? Bien, les GAFA, enfin les GAFAM, c'est-à-dire les grosses sociétés centrées sur l'Internet, donc Google, Apple, Facebook, Amazon, j'aurais dû même commencer par Amazon, et Microsoft. Pourquoi Amazon? Parce que même si vous n'êtes pas confiné mais que vous avez très peur, or justement les gouvernements ont joué la peur, vous hésitez à faire vos courses à l'extérieur. Vous préférez vous faire livrer. Pour vous faire livrer, il faut des sites de commandes. Et évidemment que le site principal des commandes Internet, c'est Amazon. C'est un secret pour personne. Donc les profits d'Amazon ont explosé, mais plus que les profits, la valeur actionnariale, puisque c'est surtout là-dessus finalement que se jouent ces histoires-là, parce que toutes ces sociétés sont gigantesques, sont des gigantesques multinationales qui sont financiarisées. Donc l'enjeu principal, c'est la valeur de l'action. La valeur de l'action d'Amazon, en moins d'un an, a doublé, alors qu'elle était à des niveaux déjà énormes. Donc on conçoit bien que des entreprises comme Amazon, que des entreprises comme Google, Microsoft, Apple, parce qu'également donc les téléphones portables jouent un rôle crucial en situation de confinement. Et puis, il n'y a pas que ça. Ça accélère également la numérisation de l'économie. C'était déjà très largement en cours, mais ce n'était pas achevé. Ça ne l'est pas encore. Mais les confinements ont donné un gigantesque coup d'accélérateur dans les habitudes d'achat, de consommation, de vie, de relations sociales, etc., par le biais numérique. Travail aussi. Tout à fait, le télétravail qui donc mise sur l'informatique et Internet pour développer les nouvelles conditions de travail, et notamment pour les cadres, a été spectaculairement accéléré. Donc ceux qui misent sur le futur et sur la numérisation de l'économie parce qu'ils ont placé leur bille dans des entreprises qui sont sur ce secteur-là et qui sont sur ces paris-là, il est bien évident que le confinement est une divine surprise.
si tant est que ça soit une surprise. Donc. Puisque dans le cadre du club de Davos, ils avaient déjà imaginé des solutions qui particulièrement alléchantes pour eux, en fait. Hein. Donc, je reprends le premier point, c'est à la fois ni un complot, ni un concours de circonstances totalement fortuit, quoi. C'est l'exploitation d'un effet d'aubaine. Et les GAFAM sont les deuxièmes principaux suspects pour tirer profit d'un confinement et d'une communication particulièrement anxiogène sur une pandémie qui est bien réelle, mais finalement absolument pas exceptionnelle en termes de virulence et en termes de taux de létalité, en termes de surmortalité. Si j'en crois par exemple Toubiana ou Toussaint, vraisemblablement quand on fera les comptes en février prochain, nous serons sur des taux de surmortalité qui avoisineront 5% en taux de surmortalité, hein, donc par rapport au pic de mortalité du printemps habituel, etc. Bon, et de l'automne habituel, puisque maintenant on a des sociétés qui vieillissent. En termes statistiques et en termes de politique publique, 5% de surmortalité, il n'y a pas de quoi déclencher toute une série de dispositions exceptionnelles. Est-ce que les GAFA ont participé activement ou pas à favoriser le confinement, le discours anxiogène, etc. Je pense évidemment aux élections aux États-Unis. Il est bien évident que Twitter, Facebook, YouTube, donc Google, pour ce qui est de l'élection américaine, il est bien évident que le biais pro-Biden et anti-Trump crève les yeux pour toutes ces entreprises, mais également du coup pour les histoires de confinement, pas confinement, hydroxychloroquine, pas hydroxychloroquine, etc. Puisque ça c'était le gigantesque clivage américain actuel. C'est une espèce de grande machine à recycler n'importe quel problème en clivage binaire, pro ou anti-Trump. Donc évidemment que comme la crise du coronavirus avait particulièrement été exploitée par les démocrates pour faire pâlir la popularité de Trump qui jusque-là avait des résultats économiques plutôt excellents et donc qui mettait en grand danger la capacité des démocrates à éviter une réaction de Trump. Il est bien évident qu'aux États-Unis, il fallait absolument que la crise du coronavirus soit une crise majeure en termes économiques et en termes de létalité. Parce que ça a incriminé le président Trump, ça lui permettait de lui refiler, puisqu'il était aux manettes, le refiler la responsabilité de tout ça. Et donc les États qui étaient dirigés par les démocrates ont été particulièrement actifs. D'ailleurs, c'était eux qui poussaient au confinement le plus possible. C'était pareil pour l'histoire d'hydroxychloroquine. À partir du moment où Trump a dit nous allons faire des réserves étatique d'hydroxychloroquine, alors là, cette fois-ci, la machine était lancée et il fallait absolument que ça soit une décision aberrante et que l'hydroxychloroquine ne valait rien, était dangereuse, etc. Alors les GAFAM, oui, ont joué là-dessus puisqu'eux, la réaction de Trump, c'est évidemment pas leur pari pour leurs propres intérêts. Parce qu'eux, ils sont dans le jeu de la mondialisation. Trump est dans le symbolise, à tort ou à raison, mais en partie à raison, symbolise un coup d'arrêt partiel à la mondialisation. C'est le premier dirigeant d'un grand pays occidental, et là en l'occurrence du plus puissant, qui a été capable de faire une espèce de croche-pied à la mondialisation néolibérale. C'est la première, alors pas sous tous ses aspects, pas sous les aspects de la financiarisation, mais sous les aspects du libre-échange qui comptent énormément. Il a donné un bon petit coup d'arrêt partiel. Et il est bien évident que cela ne favorise pas les intérêts de la Silicon Valley et des GAFAM. Donc ils ont tout à gagner à privilégier un candidat plutôt pro-Chine et pro-mondialisation qui est Biden plutôt que Trump. Donc évidemment que ça a interféré avec ces histoires de Covid. Et dans le sens de la panique des populations, dans le sens qu'on ne dispose pas de traitement efficace, etc. Ils ont investi sur les pro-confinement, les pro-panique, et ils ont investi financièrement, puisqu'ils ont contribué à la campagne électorale, massivement à la campagne électorale de Biden. Absolument. C'est par millions de dollars qu'ils n'ont pas hésité de tenter de faciliter
la tentative des démocrates de retour à la normale par rapport au pas de côté spectaculaire et historique de Trump, c'est bien évident. Également dans la censure, hein, ils ont censuré le président Trump. Même en France, alors là c'était les États-Unis, mais en France par exemple, vous ne pouvez pas produire une vidéo comme celle-là sur le Covid, etc., sans que vous ayez un petit bandeau en dessous de votre vidéo qui signale le site du gouvernement sur la Covid pour contrebalancer des éventuels propos qui n'iraient pas dans le sens de la doxa. D'accord, donc on a vu quels sont les bénéficiaires les plus évidents de la situation. Il n'y a pas que, hein. Il y a les grandes surfaces par rapport au petit commerce. Mais enfin, on vient de citer les plus majeurs. Et ça, c'est pour les acteurs économiques, parce qu'il y a également il y a d'autres intérêts qui ont un avantage à pousser à ce genre de politique. C'était peut-être l'objet de ta question. Oui. D'accord. Alors, qui c'est? Ce sont toutes nos élites, en fait, tous nos dirigeants. Tout le monde est au courant qu'on a un agenda néolibéral hein, dans toutes nos grandes institutions. Les institutions européennes, ça en est le centre mondial, mais c'est pareil dans tous les pays occidentaux à moindre échelle. Bon, en France, du coup, évidemment. Donc, nos dirigeants, les instances européennes, la haute fonction publique ont un agenda uniquement néolibéral. Donc, après 3 décennies de politique néolibérale, il y a encore beaucoup, en France notamment, il y a encore beaucoup de services publics, il y a encore des pans entiers de la sécurité sociale qui perdurent. Et donc, ils ont beaucoup de mal à privatiser tout ça. On peut concevoir, là c'est de l'ordre de l'hypothèse, hein, l'effet d'aubaine qu'il peut y avoir pour ces dirigeants, pour la haute fonction publique, pour les dirigeants, pour les gouvernements, pour les instances européennes, c'est de se dire, ben voilà, s'il y a une pandémie majeure, dont on peut, si possible, aggraver les effets et donc la sidération des populations par rapport à cet état-là qui les rend réceptifs à des mesures exceptionnelles qui vont pouvoir elles-mêmes entraîner des conséquences qui justifieront une accélération majeure et historique des processus néolibéraux, eh bien pourquoi se priver? Quels sont les risques? Puisqu'un confinement, ça va créer une crise économique majeure, les risques, c'était donc l'objet d'ailleurs du billet dans le petit nationiste précédent d'octobre, à savoir, on ne comprend pas ce que ces gens-là font, puisqu'ils risquent de faire sauter l'euro et donc le système européen sur lequel ils ont tout misé depuis des décennies et qui leur ont livré des possibilités qu'ils n'auraient jamais pu avoir dans une configuration nationale normale, démocratique, souveraine. Donc, risquer tout ça pour des avantages, je veux dire, significatifs, mais qui ne sont pas à l'échelle, ne semble pas raisonnable. Donc on verra plus tard dans les autres hypothèses pourquoi ils ne craignent plus une crise économique ou les effets d'une crise économique majeure éventuelle. Mais ça, c'est dans les risques. Mais dans les bénéfices, ce que je viens de dire est évident, c'est-à-dire pour faire face aux effets économiques du confinement, qu'ils auraient pu éviter, mais qu'ils ont décidé de faire, il va falloir massivement investir de l'argent public. Ça a été le cas. C'est gigantesque, c'est-à-dire que la dette publique va exploser. Or, c'était des gens qui ne cessaient de dire que leur seule obsession était d'abord et avant tout de réduire la dette publique. Là, ils font un choix délibérément d'explosion de la dette publique pour aider des entreprises qui auraient pu n'avoir aucun problème s'ils n'avaient pas fait de confinement. Donc, c'est étrange, non? Je veux dire, c'est quand même quelque chose qui ne leur correspond tout simplement pas du tout. Donc, ils ont fait ce choix-là. Et alors, pourquoi? Parce que si la dette publique explose, eh bien, un scénario à la grecque peut se profiler en France. Et pourquoi c'est intéressant un scénario à la grecque? Eh bien, l'ampleur de la dette publique est telle que cette fois-ci, on peut jouer de manière crédible un scénario à la Fillon. Vous vous souvenez de Fillon qui nous avait déjà dit que les caisses de l'État étaient vides, ce qui était faux, mais il comptait bien sur la crédibilité de sa proposition pour imposer des coupes drastiques dans la sécurité sociale et dans les services publics.
Oui, alors qu'on n'était pas avec une dette publique équivalente à celle qu'il va y avoir à l'issue de la crise sanitaire. Voilà, on n'était pas à 120% du PIB Oui. de la dette publique ou des choses comme ça. Donc là, on va y aller. Est-ce qu'on peut rappeler ce que c'est qu'un scénario à la grecque? Rappeler ce qui s'est passé en Grèce, parce que Oui, alors en Grèce, donc avec l'arrivée au pouvoir d'un gouvernement qui s'était fait élire sur des promesses ambiguës d'arrêt de l'austérité, ambigu parce que arrêt de l'austérité tout en restant dans l'Union européenne et dans l'euro en particulier. Donc promettre une chose et son contraire semble un pari ambigu par définition. Et on s'est aperçu évidemment après qu'il fallait hiérarchiser évidemment ces deux injonctions contradictoires. Et quelle a été la priorité? Le maintien dans l'euro. Et donc du coup l'arrêt de l'austérité est passé à la trappe malgré une élection, une mobilisation exceptionnelle de la population et un référendum précis sur cette question où les Grecs ont une deuxième fois réaffirmé qu'ils ne voulaient pas de la continuation de l'austérité, quels que soient les desiderata du FMI, de la Commission, etc. La BCE a coupé les liquidités en fait de l'économie grecque. Les marchés financiers également jouaient tout ce qu'ils pouvaient pour mettre la pression maximale sur le gouvernement grec. Au final, le gouvernement grec a cédé. Tsipras a trahi ses promesses électorales et sa population et s'est mis à reprendre le programme d'austérité, mais évidemment de manière beaucoup plus grave, puisque toute cette séquence avait énormément aggravé la situation économique et budgétaire de la Grèce. Et l'austérité elle-même est cumulative, c'est-à-dire ne cesse d'aggraver la dette publique. Cette dette publique a permis de justifier la vente du Pirée, du Nil grec, tous les avoirs publics grecs à des banques allemandes, à des banques, etc. Donc on voit, ça c'est l'expérience de laboratoire grec à confirmer aux classes dominantes que la population, quand elle n'avait pas de débouché politique, quel que soit le degré, l'intensité de ces manifestations, finissait par plier l'échine à la fin, et qu'à la fin elle acceptait les choses les plus délirantes en temps de paix qu'un pays ait connu, à savoir s'aborder son économie, s'aborder ses budgets publics, mais vraiment s'aborder, puisque là, je veux dire, le PIB de la Grèce s'est totalement effondré. La mortalité ça a augmenté, bien sûr, puisque l'hôpital public a été totalement sacrifié avec des tas d'autres secteurs vitaux. Donc, bref, un scénario catastrophique pour la population, mais très juteux et très intéressant pour les grandes multinationales et les grandes banques européennes et mondiales. Parce que vous savez que dans l'UE, les frontières extérieures de l'Union européenne ne protègent absolument de rien, au contraire, encouragent la spéculation internationale. Donc la spéculation internationale s'est abattue sur la Grèce. Donc la France, qui est une espèce de village gaulois à l'échelle des pays occidentaux néolibéraux, c'est-à-dire qui a encore un fort niveau de services publics et de sécurité sociale au sein de pays néolibéraux, elle-même étant néolibérale, mais donc n'allant pas assez vite sur cet agenda, eh bien le coronavirus et son confinement est vraisemblablement instrumentalisé comme moyen d'accélérer significativement et sans doute historiquement cette mise en pièces des services publics et de la sécurité sociale. Donc il est évident qu'une bonne partie de nos élites, de la haute fonction publique, de notre gouvernement et des instances européennes se pourlèchent les babines à l'idée d'instrumentaliser la dette publique générée par le confinement afin de sabrer ce qu'il reste des services publics, du patrimoine public, parce que le patrimoine public, il a beau être bradé également depuis une quinzaine d'années à des entreprises étrangères, il reste encore d'énormes pans du patrimoine public français à brader. Et l'instrumentalisation de la dette publique, maximisée par le confinement, est certainement l'occasion d'accélérer également toutes ces choses-là. Donc, il n'est pas paranoïaque de relever qu'il est dans l'intérêt objectif des classes dirigeantes et dominantes d'instrumentaliser donc le Covid et le confinement pour poursuivre cet objectif. Au-delà du démantèlement des services publics, de la marchandisation des services publics, il y a quand même probablement un grand nombre d'autres domaines qui peuvent faire l'objet d'une source de profit pour toute une partie des classes dominantes. Ce qui, du patrimoine national, oui. est
comme on l'a vu en Grèce, puisqu'on parlait de l'exemple de la Grèce, c'est très largement son patrimoine national, public bien sûr, mais aussi privé, qui a été complètement bradé. Qui fait que ce pays n'a aujourd'hui plus aucune souveraineté, ni évidemment institutionnelle, ni économique. Tout à fait. Donc dans la dernière liste de nos suspects, évidemment les grands fonds d'investissement, que ce soit des fonds souverains, il y a des tas de fonds de spéculation divers et variés, qui ont une capacité de frappe inimaginable, c'est quasiment des budgets étatiques. Mais y compris même d'ailleurs des États par leurs fonds souverains, la Chine par exemple notamment, qui rachète énormément du patrimoine public français et des entreprises françaises. La crise que va produire certainement à partir donc du premier trimestre 2021, quand elle commencera à produire ses effets, c'est-à-dire des faillites en chaîne. Et on le voit déjà, ça a déjà cours. Il y a des grandes concentrations, d'entreprises diverses et variées, et qui sont toujours l'occasion pour ce genre de prédateurs pour faire des affaires en fait et récupérer des pans entiers de l'économie à des prix symboliques quasiment. Mais pareil pour le patrimoine public. Donc effectivement, les grands fonds d'investissement et leur immense puissance de frappe font partie de la liste de ceux qui vont pouvoir profiter de la crise. Parce que ce qu'il faut bien se mettre en tête, c'est qu'on est dans un capitalisme particulier, un capitalisme néolibéral depuis une trentaine d'années. Et dans un capitalisme néolibéral, en fait, c'est plus tellement un esprit d'entrepreneurs qui essayent de maximiser leurs intérêts. C'est plutôt une économie de rentiers dont la puissance dominante, parmi même les classes dominantes, sont les marchés financiers et ceux qui détiennent un très gros patrimoine financier. Et donc ces acteurs-là ont une mentalité de rentiers et non pas d'entrepreneurs. Donc eux, les crises économiques, ça ne leur fait pas peur du moment que ce n'est pas une crise financière. Et donc les crises économiques sont des occasions de rachat d'entreprises privées, d'entreprises publiques privatisées et de patrimoine public. Donc la dette publique est très intéressante pour eux. D'abord parce que déjà ils investissent dans ces dettes publiques, puisque du coup les impôts des gens servent, au lieu de servir au service public, servent à enrichir ceux qui détiennent un patrimoine financier. Enfin, ils ont des tas de raisons. Tout est bon dans le cochon pour eux. Je veux dire, il n'y a pas de problème. Ils savent faire de l'argent avec les crises, comme ils savent faire de l'argent avec la dette publique, ils savent faire de l'argent avec... Donc les fonds d'investissement font partie de la liste. Effectivement, il n'y a pas que les classes dirigeantes par idéologie et par intérêt, puisque leur trajectoire professionnelle fait qu'ils n'arrêtent pas de naviguer entre les intérêts privés et les intérêts publics. Tous ces gens-là sont susceptibles d'être très intéressés par les effets du confinement. Et donc d'être enthousiastes quant à l'idée de paniquer la population pour pouvoir confiner.